Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de pouvoir vous retrouver. Je suis Julien Allaire, coordinateur pédagogique de l'école Vitali. Vitali Formation, en fait, qui forme les futurs naturopathes à l'approche de naturopathie hygiéniste sur une formation, en fait, qui se déroule en partie sur Toulouse en présentiel et en partie en distanciel. Vous avez l'habitude, nous invitons régulièrement des personnalités, des gens qui ont des choses à partager, des gens qui sont des amoureux de la vie. Et aujourd'hui, c'est un amoureux des plantes que nous avons l'honneur de vous présenter. Il s'agit de François Couplan qui est déjà là. Vous le voyez avec moi à l'image. Donc, François Couplan, bah, bienvenue. Merci beaucoup, François, d'avoir accepté l'invitation que nous t'avons lancée. En fait, comme je disais, nous aimons bien inviter des gens qui ont vraiment quelque chose à partager, un message. Et toi, tu en as de nombreux, des messages, mais en fait, ils sont très beaux. Tu es vraiment amoureux des plantes. Les plantes, en fait, tu les pratiques depuis, enfin, tu les pratiques. On pourra trouver beaucoup de mots parce que tu fais beaucoup de choses avec les plantes. Même si on peut réaliser, par exemple, que une plante peut avoir une utilité, puisque depuis toujours, hein, l'homme consomme des plantes, il les utilise déjà pour se nourrir, mais en fait, on peut les utiliser également en tant que remède. Ça fait partie des outils naturels qui permettent de venir parfois stimuler un peu un organe, un système. Donc, on peut imaginer qu'il y a une certaine utilité avec les plantes. C'est pas exactement le message que tu diffuses parce qu'en fait, en tant qu'amoureux des Excellent. plantes, voilà, toi, tu as envie vraiment plutôt de montrer qu'on peut créer une vraie connexion avec les plantes et que ces plantes, en fait, au-delà de connaître leur utilité, on peut y mettre quelque chose de plus profond, créer une connexion avec la plante, une plante qui fait partie de notre écosystème. Donc, on a besoin de comprendre cet écosystème dans lequel on fait partie. Et à partir du moment, en fait, on intègre les plantes dans cet univers-là, il y a une meilleure communication, il y a voilà. Donc c'est ce que tu as pu déjà m'expliquer un peu, et je suis ravi que tu puisses enfin qu'on puisse nous avoir l'occasion d'entendre tes mots sur la magie des plantes. Et en fait, on va inviter aussi les personnes qui nous suivent à voir les plantes autrement que comme ils les imaginent, et tu vas pouvoir nous donner des conseils aussi pour pouvoir réintroduire ces plantes dans notre quotidien, savoir les reconnaître. Alors, François, tu me disais dans la préparation que quand tu avais 8 ans, tu voulais devenir conducteur de métro. Bon, finalement, c'est pas la direction que tu as prise. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà ce qui t'a, ce- quel a été le point de départ de cet amour que tu peux avoir avec les plantes? Quel a été le point de départ qui t'a poussé à voir les plantes comme elles le sont dans ta grille de lecture? Oui, effectivement, quand tu dis 8 ans, conducteur de métro, déjà, j'avais un bagage urbain, je suis né à Paris. Euh, Mes premiers souvenirs sont l'odeur du métro à travers les grilles de l'avenue de Suffren, d'accord, c'est vrai. Mais j'avais une alpiniste, puis que je suis tout petit, nous emmenait dans les pour, pour enfin, quoi, tu vois, des trucs. Et donc, ça fait 72 ans de ça que j'ai commencé à avoir des relations avec les plantes, tout simplement parce que c'était normal, parce que gamin, je me trouvais au milieu d'une végétation qui me paraissait absolument foisonnante, extraordinaire, en soi déjà, quoi. Je veux dire, c'était une présence, c'était pas juste un cadre. Voilà. Et nous allions avec ma maman, avec ma sœur, avec mon père. On allait ramasser des framboises, des myrtilles, des champignons, des tas de choses comme ça. Donc j'avais mis l'accent tout à l'heure, et c'est très juste, la relation utilitaire, évidemment, la relation, comment dire, comestive, voire gastronomique, celle qui passe par non seulement le fait de nous nourrir, mais d'y prendre plaisir. Voilà, donc c'était très ces plans. Mais c'était davantage parce que les plantes étaient véritablement, je sais pas comment dire, des copines, quoi.
C'était vraiment des copines, quoi. Je me souviens, par exemple, je sentais l'odeur de pipi de chien diabétique des ombelles de Berce. Ça me paraissait, mais je sais pas, c'était désagréable, hein, en l'occurrence. Ce sont vraiment le pipi rance, mais c'était vraiment super. C'était quelque chose qui me marquait. Tout était fait d'événements marquants liés à ma relation avec les plantes dès le départ. Voilà. Relation aussi avec d'autres êtres humains. Je n'ai pas passé toute mon enfance au milieu des plantes. Mais même quand je retournais à Paris, par exemple, je me souviens, à Paris, il y avait des plantes aussi. Et il y a toujours des plantes. Voilà. Donc, cette relation a démarré de façon complètement spontanée, c'est comme j'ai appris le français comme langue maternelle, j'ai appris la relation avec les plantes comme état d'être maternel, je veux dire spontané et fondamental. Voilà. Après, ça a changé un petit peu quand j'ai dû aller à l'école, quand je me suis rendu compte que mes amis n'avaient pas exactement les mêmes centres d'intérêt, quand je me suis rendu compte que oui, la société m'imposait des contraintes et je me suis senti bien en décalage. Je me suis senti bien en décalage avec les êtres humains. Je trouve qu'il est plus facile pour moi en tout cas, de me relier avec des plantes qu'avec les êtres humains. Les êtres humains, c'est compliqué, c'est chiant, c'est génial, j'en suis un, donc j'en fais partie. Donc voilà. Les plantes, c'est compliqué, c'est chiant aussi parfois. Donc voilà, j'ai appris que c'était ça la vie, quoi. La vie, c'est pas juste vivre un beau rêve tout rose, mais vivre aussi des conflits. J'ai des conflits avec des plantes, j'ai des conflits avec des êtres humains, je résous les conflits avec les plantes, je résous les conflits avec les êtres humains, et c'est génial. C'est ça la chose. Par contre, ce qui m'a fait me sentir vraiment différent, effectivement, c'est comme je l'ai dit, que mes camarades n'avaient pas forcément toujours les mêmes centres d'intérêt que moi. Ça a changé maintenant. Mais surtout, c'est que quand j'ai eu 12 ans, je me suis rendu compte que je vivais dans une société hypocrite, que ce qu'on me racontait, c'était du pipeau, que les gens ne faisaient pas ce qu'ils disaient, qu'il y avait des belles idées, qu'il y avait des belles paroles, mais que la réalité ne correspondait pas à ces belles idées, à ces belles paroles. Et là, je me suis révolté. Là, j'ai vraiment commencé à me révolter. Et quand j'ai eu 18 ans, ma foi, mai 68, comment dire, je suivais la voie qui m'avait été tracée. Comme on vient d'une famille de pauvres paysans bretons dont mon père s'est sorti en faisant Saint-Cyr, donc école d'officier, qu'il était officier, moi, je devais logiquement faire partie de l'élite française en passant par Polytechnique. Donc, je préparais maths sup et ces machins-là quand en 1968, eh bien, l'odeur des gaz lacrymogènes m'a attiré davantage que mes études et donc je me suis fait virer du lycée. Comme à l'époque je faisais du rock, moi ce qui m'intéressait c'était le rock et la défonce et je me défonçais beaucoup avec toutes sortes de plantes d'ailleurs. Mes premières explorations botaniques ont d'ailleurs été le tour de France des plantes hallucinogènes. Tu vois. Aventure qui n'a pas été couronnée d'un grand succès, je dois l'avouer. Et à côté de ça, donc je jouais de la musique, je composais de la musique, j'écrivais de la musique dans un milieu quand même bien malsain. Il faut dire, le milieu du rock, c'est pas exactement. Enfin, voilà ce qu'il y a de meilleur pour la santé morale, émotionnelle et physiologique non plus. Donc à un moment, j'ai fait une déprime. J'ai eu la chance d'avoir un médecin qui, plutôt que de me bourrer d'antidépresseurs, m'a fait faire de la relaxation et m'a conseillé de me mettre au vert. Ce que j'ai fait, j'ai rencontré un oncle à moi qui était végétarien et philosophe. Il avait pris 2 balles dans la peau à la Libération, ça l'a fait réfléchir un petit peu. Et donc, j'ai eu une autre vision des faits et une autre proposition de conception de mon alimentation, parce que comme nous étions donc issus d'une famille pauvre, que nous étions devenus des petits bourgeois, il fallait le montrer, une façon de le montrer. C'est quelque chose, je reviendrai là-dessus certainement par la suite, parce que c'est fondamental dans la compréhension du monde, c'est la notion de symbole de statut. Et donc,
En ce qui concerne le symbole de statut, pour nous, c'était non seulement on habitait dans un appartement bourgeois du 7e arrondissement à Paris, mais en plus on mangeait de la viande. Enfin, moi, je mangeais de la viande 3 fois par jour parce que j'aimais ça. Tu vois. Et donc, mon tonton m'a fait comprendre qu'il y avait une autre façon de s'alimenter qu'en mangeant de la viande 3 fois par jour, parce que j'aime toujours la viande, mais je suis devenu végétarien et je suis resté pendant une vingtaine d'années. Et il m'a expliqué aussi qu'on pouvait avoir une autre grille de lecture du monde que celle que me proposait mon milieu petit bourgeois parisien. Et du coup, on s'est branchés tous les deux parce qu'il ne connaissait pas spécialement les plantes, mais moi, je connaissais un petit peu. Donc, j'ai développé, je me suis fait un cours accéléré et au bout d'une année ou deux, j'ai pu partir, vivre dans la nature. Après mon service militaire à l'hôpital militaire de Bastia, où j'ai commencé à acquérir les rudiments de l'ethnobotanique, c'est-à-dire de l'étude enfin, des relations entre les peuples et les plantes. Donc, la façon dont des gens dans différentes cultures conçoivent leurs relations au monde à travers les plantes et donc comment ils les utilisent. Eh bien, après, je suis parti aux États-Unis où j'ai vécu dans les bois pendant 10 ans. Mes nombreux séjours dans les bois étant entrecoupés de, comment dire, on avait des gatherings, ça s'appelait, des rassemblements de toutes sortes de personnes. C'était en plein Peace and Love, New Age, période post-PS2, tout nu dans la nature. Voilà, première personne que tu rencontres, tu la prends dans tes bras et tu pars dans le cosmos, il faut faire un petit trip spirituel avec. C'était vraiment super. Et c'est là que j'ai commencé à enseigner de façon, comment je peux dire, construite, mais à partager, parce qu'au début, c'était une demande des autres. Voilà, tu as l'air de connaître des plantes, explique-nous. Ce que j'ai fait très volontiers. Et par la suite, grâce à des Américains extrêmement pragmatiques, je suis revenu en France, j'ai développé mes stages, j'ai rencontré Yves Coppens qui m'a dit « J'aimerais bien savoir ce que mangeait Lucie, mais pour ça, il faudrait que vous ayez des diplômes. » Donc, enfin, voilà, il m'a branché sur l'école pratique des hautes études où j'ai eu un diplôme. Après ça, j'ai fait le Muséum national d'histoire naturelle où j'ai passé ma thèse de doctorat. Très bien, très bien. Après, je me suis dit non, je n'ai pas envie de travailler dans le milieu scientifique. C'est un peu le panier de crabe quand même. Je risque de me faire pincer les doigts. Donc, je continue mon travail d'indépendant et je l'ai développé. Et voilà. J'en suis à avoir monté une école, à donner des stages depuis une cinquantaine d'années, avoir monté une école sur 3 ans, une formation à distance, et j'en suis à publier mon 116e livre qui sort le 8 juin. Voilà en résumé. Effectivement. Donc ça, c'est un fantastique parcours. Ça veut dire que, en fait, toi, ton premier cours, officiellement, tu l'as donné donc à 25 ans. Tes expériences et ta connexion avec les plantes, ça veut dire que tu l'as faite avant, finalement, cette connexion. À la vingtaine, finalement, tu as découvert, en fait, ce que les plantes avaient à nous enseigner et qu'est-ce qu'on peut vivre avec elles, quelle connexion on peut créer. Tu me parlais en fait de pensée paradoxale parce que c'est vrai que les plantes, surtout dans une approche très hygiéniste, je parle du mouvement hygiéniste, on stimule pas trop l'organisme en fait, on favorise les conditions de la santé sans trop chercher de remèdes. Dans une vision de naturopathie hygiéniste, on peut utiliser des plantes et des remèdes en stimulant à partir du moment où c'est pris vraiment dans un contexte global, avec des modes de vie, et pas juste uniquement un remède. Donc, c'est vraiment prendre conscience de ce que la plante génère comme énergie et de comment est-ce qu'elle fonctionne dans notre corps. Donc, il y a un vrai paradoxe parce que la plante peut à la fois être parfois comestible, parfois la plante peut être toxique alors qu'elle est aussi comestible. Elle peut être médicinale en même temps. Donc, il y a cette pensée paradoxale qui est un concept qui te parle assez. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur cette pensée paradoxale? Comment c'est possible qu'une plante soit toxique et comestible à la fois? Et d'ailleurs, ça me fait penser au paradoxe quand tu parlais des humains tout à l'heure. C'est un peu pareil, en fait. L'humain, il est bon et mauvais à la fois, finalement. Il est plein de Oui. paradoxes. Et Alors,
importante aussi. Si on veut dire ça, effectivement, l'être humain est un paradoxe vivant, mais qui vit des contradictions, hein. La différence entre le paradoxe et la contradiction, c'est que deux choses sont vraies en même temps. La contradiction, c'est par contre deux choses se déchirent, deux choses tirent chacun de leur côté, tu vois. On aimerait être bon, mais on ne peut pas être bon parce que dans le fond, on est mauvais en même temps. C'est ça notre paradoxe, c'est que le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. Il n'y a pas de bien sans mal, bien évidemment. Alors, on peut prendre l'exemple concret d'une plante comme la consoude, par exemple, qui est une plante alimentaire, une plante comestible. C'est délicieux, la consoude. Ça apporte des protéines équilibrées en acides aminés essentiels. Donc, c'est très bien. Ça apporte toutes sortes de minéraux, d'oligo-éléments, de flavonoïdes, plein de choses comme ça. OK, super. À côté de ça, ça a des propriétés médicinales. On le sait, en particulier par la lantoïne qu'elle contient, elle favorise la croissance du tissu osseux, des ligaments et des choses comme ça, de son consoude, voilà. OK, elle ressoude. Mais à côté de ça, elle contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques qui, à dose importante ou par accumulation, provoquent une maladie de dégénérescence du foie. Voilà, une maladie véno-occlusive. Et donc, c'est toxique, disons, c'est une toxicité chronique, une toxicité un petit peu sur le long terme. Donc, voilà, c'est une réalité absolue. Mais je voudrais revenir à une chose et j'aimerais te poser une question. Quelle est, à ton avis, la meilleure façon de se soigner ? Ben, je dirais qu'en fait, il existe autant de façons de se soigner qu'il existe d'individus. Ça dépend un peu de notre environnement, ça dépend de la transition dans laquelle on se trouve. Si on part d'un point de vue vraiment strictement hygiéniste, du courant hygiéniste qui est un courant américain principalement, ou alors des approches de... On ne peut même pas parler des médecines hygiénistes parce que les médecines hygiénistes favorisaient l'hygiène vitale déjà, mettre en place des modes de vie qui favorisent les conditions de la santé. Si on a des symptômes, si on est malade, c'est que notre organisme ne reçoit pas ce Julien, qu'il attend. Oui. est-ce que je peux me permettre juste de t'interrompre Oui, bien pour sûr, te bien sûr. proposer une réponse très simple à la question que je viens de poser, ce qui Oui, va oui, nous permettre de développer ensuite, hein. carrément. La réponse très simple pour moi, c'est la meilleure façon de se soigner, c'est de ne pas tomber malade. Oui, exactement. C'est Et c'est la donc, vérité, quoi. c'était pas un piège, hein. Mais ouais, C'est simplement pour dire que c'est mon approche vis-à-vis des plantes. Et l'approche que moi, personnellement, je mets en pratique dans ma vie. J'ai 62 ans. J'ai vu un médecin hier parce que l'autre jour, j'ai eu le cœur qui faisait des trucs un peu bizarres. Il m'a dit, bon, a priori, ça va. Mais ouais, voilà. Et je pense que le fait de consommer régulièrement des plantes sauvages qui apportent à l'organisme tout ce dont il a besoin, parce que j'aimerais bien dire quelques mots là-dessus, sur l'apport nutritionnel des plantes sauvages, bien eh sûr. bien, ça permet justement de maintenir l'organisme dans un état de santé, on va dire, optimal, tenant compte, comme tu l'as dit, que évidemment, ça dépend des individus et que forcément, on fait des tas de bêtises, tu vois. Moi, je travaille 14 à 16 heures par jour. Je vadrouille un petit peu dans tous les coins chaque fois que j'en ai la possibilité. Il est vrai que parfois je me sens un petit peu fatigué. C'est pas forcément la chose la plus intelligente pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé. C'est pas mon but non plus de vivre le plus longtemps possible en bonne santé non plus. On pourra peut-être parler de ça. Ça peut être intéressant aussi, hein. Qu'est-ce que le but de la vie? Mais pour en revenir à ces plantes, quand on les analyse, on se rend compte qu'elles possèdent comment dire, une quantité, une teneur, c'est le mot que je cherchais, une teneur en micronutriments en particulier, qui est juste fondamentale parce que l'alimentation, même bio, machin, etc., tout qu'on peut avoir, ce qu'on veut, mais super bien cultivé, uniquement basé sur des plantes cultivées, il y a des carences. Les plantes cultivées ne peuvent pas nous apporter tout ce dont on a besoin. Donc, tu le sais mieux que quiconque, je suppose, en tant que naturopathe, tu dois proposer des compléments alimentaires et des choses comme ça. Alors que les plantes sauvages sont de véritables compléments alimentaires équilibrés. Et on n'a même pas besoin de se poser la question, est-ce que je vais me supplémenter en ceci ou en cela? Je veux dire, les plantes sauvages, de toute façon, sont notre aliment de base. Nous, on a évolué avec les plantes sauvages. L'histoire de la vitamine C, par exemple,
exemple, en est un exemple flagrant dans la mesure où nous ne stockons pas la vitamine C. Pourquoi est-ce qu'on ne stocke pas la vitamine C? C'est simplement parce que notre alimentation quotidienne normale doit nous l'apporter. Or, les légumes cultivés sont caractéristiquement déficients en vitamine C. Le mieux, les choux, 50 mg par 100 grammes, le mieux, les oranges, 50 mg par 100 grammes, en gros, le persil, alors justement, parce que le persil est beaucoup plus près de la plante sauvage, les orties, 350 mg, les cynorhodons, 1500 mg. Qu'est-ce que tu veux? On a des, voilà, on a des faits. De même que le médecin avec qui j'ai discuté hier, qui est un médecin tout à fait classique, m'a dit « Ah, vous avez un peu d'hypertension ?» Je lui ai dit « Je vais regarder un petit peu les plantes. » Et il m'a dit « Oui, si ça marche, dites-moi quelle plante marche, je suis ouvert à ça. » C'est vachement sympa. Il y a beaucoup d'ouverture de la part des médecins, je trouve, à l'heure actuelle, et c'est vachement sympa. Et puis, je prends ma tension régulièrement, je regarde. Si ça marche, ça marche. Voilà, il faut pouvoir quantifier les choses et pouvoir les démontrer, mais Parce que les, pas se prendre la tête, c'est pas, tu vois, je veux dire, aller analyser, ça paraîtrait exagéré, ça. C'est quelque chose de global, quoi. C'est quelque chose de général, c'est une tendance. Bien sûr, mais parce qu'en fait, au-delà des nutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, sucres, graisses et protéines qu'on peut Antioxydants, trouver dans les plantes aussi également, micro, macronutriments, les plantes contiennent ouais. aussi des principes actifs. Les principes actifs, en fait, c'est ce qu'on utilise quand on fait des médicaments aujourd'hui synthétiques. On utilise des principes actifs qui aujourd'hui sont synthétiques pour venir agir sur des organes ou des systèmes pour réguler la tension ou autre. Et c'est vrai qu'avec les plantes, on peut aussi Voilà, agir de cette manière-là, puisque avant qu'on exactement. invente les principes actifs chimiques synthétiques, ils étaient naturels en fait. Et donc, on peut continuer à utiliser les principes actifs naturels pour agir sur la santé. À condition de le faire à bon escient. Parce que je voudrais quand même préciser une chose, il faut toujours le dire, il faut toujours le dire, on le sait, mais il faut toujours le dire. Quand on utilise une plante médicinale, il y a forcément une toxicité. Par définition, l'organisme, on se sent, si on pense devoir se soigner, c'est donc qu'il y a un déséquilibre quelque part, donc on va chercher à recréer cet équilibre, et pour ça, on va agir sur l'organisme d'une façon qui va le faire bouger. Oui, Et si on ne le fait pas bouger à bon escient, il peut y avoir des problèmes, que ce soit avec une plante qui va remettre l'organisme en équilibre, mais qu'on va continuer à utiliser alors qu'il ne le faudrait plus. bien Là, on sûr. va redéséquilibrer d'une part, et d'autre part, il y a des plantes qui simplement sont tellement puissantes, vont agir tellement puissamment qu'on va les classer parmi les toxiques. Le meilleur exemple, je pense, puisque tu as parlé, d'ailleurs c'était très intéressant ce que tu disais par rapport au principe actif des plantes qui ont été synthétisées par la suite, si on prend une plante qui a sauvé des centaines de milliers de vies humaines, la digitale, au début, quand on l'utilisait en Angleterre au 19e siècle contre l'hydropysie, donc l'insuffisance cardiaque, eh bien oui, ça marchait, mais de temps en temps, il y avait des gens qui étaient guéris de tous leurs maux terrestres, de leur mal de dents, de leur corps aux pieds et tout ça, donc qui mouraient simplement parce que la dose n'était pas adéquate. Donc, on ne va pas utiliser la digitale, mais là, on va extraire le principe actif. D'ailleurs, maintenant, on ne l'utilise plus parce que la digitaline a un effet cumulatif dans l'organisme et donc ça présente quand même un danger. On a d'autres molécules qu'on a synthétisées d'ailleurs et qui sont finalement moins dangereuses sur le moyen, voire le long terme pour les gens qui sont malades que la digitaline. Mais voilà, la digitale qu'on fait passer pour une plante toxique, ah, la digitale, horreur. Ben non, en fait, la digitale, utilisée à bon escient, mais là, c'est en l'occurrence par l'extraction du principe actif et le dosage au microgramme près, c'est un médicament. Donc, c'est vaste et complexe le monde des plantes. On ne peut jamais dire une chose sans dire son contraire. C'est ça la pensée paradoxale. C'est tout le paradoxe, exactement. Et tu fais bien de préciser et de mettre en garde parce que on entend très régulièrement, oh, je vais prendre cette plante, de toute façon, si ça marche pas, au pire, ça fait pas de mal. Alors que les meilleurs poisons, justement, sont dans la nature. Donc ça, Ouais. il y a effectivement cette chose-là à prendre en compte. Aussi que les principes actifs, quand tu dis à bon escient, dans la bonne dose,
et pas non plus trop sur du long terme pour ne pas habituer le corps, en sachant Ça, que exactement. le principe actif, Ouais, c'est un principe qui est irritant sur l'organisme et qui fait réagir l'organisme. Et c'est c'est la ça, c'est ça. réaction de l'organisme qui entraîne l'effet thérapeutique de la plante. Donc, il faut toujours envisager pour les plantes qui contiennent beaucoup de principes actifs, de les consommer avec parcimonie au moment où on veut agir vraiment sur Voilà. une stimulation d'énergie vitale, une stimulation d'un organe. Euh, Et c'est pour ça que personnellement, n'étant pas médecin, n'étant pas vocation à soigner n'ayant pas vocation à soigner mes semblables et n'ayant aucune envie de le faire particulièrement, eh bien, je me contente, mais c'est déjà pas mal, de proposer aux gens d'intégrer les plantes sauvages à leur alimentation d'une façon qui soit à la fois agréable et à la fois, je veux dire, sans danger sur le long terme, on va dire. Alors, tu Il me pourrais semble que citer justement c'est important. quelques plantes comme ça qui sont sans danger, qu'on peut introduire finalement dans notre alimentation au quotidien pour que justement les personnes qui nous suivent puissent réintroduire ce que la nature nous offre en abondance et créer cette fameuse connexion. Oui, 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 oui. Alors, bien sûr, il y a une précision d'abord à apporter, c'est que de toute façon, et ça on le voit par exemple en cuisine japonaise, où ils mettent l'accent de façon essentielle sur la saisonnalité, c'est que quand on utilise des plantes, eh bien, on va les utiliser selon la saison. Donc, on ne va pas tout le temps utiliser les mêmes plantes. Donc, je peux citer effectivement quelques plantes de base. Bien sûr, les orties, bien évidemment, tout le monde l'attend. Les pissenlits, ces vieux pissenlits là qui sont tellement connus qu'on y fait même presque plus attention. Pourtant, c'est une plante magnifique, le pissenlit, et qui en plus agit sur la sphère hépatique, donc sur le foie, et qui a de la valeur et qu'on peut ramasser presque toute l'année, même quand les feuilles sont déjà développées, même quand le pissenlit est en fleurs, même quand les feuilles sont amères, il n'y a pas de problème avec le C'est pissenlit. délicieux et puis C'est c'est vraiment, bien, vraiment délicieux. bien, ça soigne. Ouais, c'est délicieux, c'est amer, Oui. qui n'aime pas l'amertume. Or, il est important de toute façon, ça c'est quelque chose qui dépasse le cadre des plantes sauvages peut-être, mais dans lequel les plantes sauvages peuvent vraiment avoir un rôle majeur à jouer, c'est le rejet de l'amertume par les Occidentaux, tu vois. Le rejet de l'amertume qui est remplacé et qui est dû à une grande consommation de sucré ou de fade. Et ça, c'est vraiment important. Et là, les plantes ont des saveurs et souvent des saveurs amères. Et donc, quand on consomme régulièrement des plantes sauvages, on se refamiliarise ou on se familiarise parce qu'il y a des gens qui ne se sont jamais familiarisés depuis qu'ils sont petits, ils bouffent du sucré, ils boivent du sucré. C'est dramatique, ça, c'est dramatique par contre, je crois, franchement. Et il faut toujours un peu d'amertume dans les plats pour créer justement un équilibre. Et donc ça, on peut le trouver facilement avec les plantes sauvages. Voilà, toutes les plantes sauvages ne sont pas amères, mais il y en a un bon nombre. Les orties ne sont pas amères, les pissenlits sont amers, les gopodes, par exemple, Les fleurs que je souvent voulais sont amères. citer. Pardon? Les fleurs souvent sont amères. Alors, comment dire, en Birmanie, j'utilise beaucoup de fleurs et beaucoup de fleurs amères, mais nous, ici, on n'utilise pas tellement de fleurs, hein, de toute façon. À quoi tu penses? Bon, je sais pas, régulièrement, quand on trouve des fleurs dans des plats, quand on va manger, moi, j'en utilise pas particulièrement des fleurs, Ah mais ouais, dans l'alimentation vivante, on voit des belles assiettes très colorées, très belles, avec des aliments un peu originaux. Très souvent, ouais. moi, je vois des fleurs et quand on goûte, souvent, je trouve qu'il y a vraiment une amertume qui est révélée par une partie de la fleur, soit ses feuilles, soit son cœur. Et donc, déjà, c'est beau visuellement parce que ça met Hein, plein de couleurs, c'est original. Euh, hein. mais ça, je le vois régulièrement, même dans des restos qui font des cuisines un peu fines, Ah ouais? Ah, je crois que qu'on tu peut veux des consommer. adresses. J'ai même vu parfois qu'on pouvait consommer, mince, j'ai plus le nom, ça me reviendra, mais des choses, je ne pouvais pas du tout imaginer que c'était comestible en fait. Et puis bon, Bah, le monde végétal n'a pas fini de nous surprendre, mon cher. Tu sais, c'est un peu ça l'idée, hein.
C'est un peu ça l'idée, c'est tellement vaste. Mais revenons à quelques plantes. Tu vois, je voulais citer le plantain également. Le plantain qui est une plante médicinale. Tu sais, quand on a une piqûre d'ortie ou une coupure, on frotte dessus et puis ça guérit. Voilà, le plantain, c'est aussi une excellente plante comestible, mais une plante qui est amère. Tu vois, elle a une certaine amertume. Voilà. Mais après, comment dire, l'art culinaire consiste également à savoir transformer la saveur des plats. Quand je travaillais avec Marc Vera, tu sais, le cuisinier à 3 étoiles et à un grand chapeau, là, il me disait toujours, tu sais, François, l'amertume, c'est pas un inconvénient, c'est un avantage pour nous. C'est quelque chose qui remonte toutes les saveurs. Il faut juste savoir le travailler, tu vois. Il faut juste faire en sorte qu'on ne sente pas l'amertume, mais qu'elle soit transformée en une puissance qui rehausse l'ensemble de la saveur du plat, tu vois. Donc, c'est bien. Mais la saveur amère, c'est important en soi. C'est aussi important pour, je ne sais pas comment dire, pour comprendre le monde. De toute façon, il y a une relation directe entre la façon dont on se nourrit, la façon dont on se consomme, la façon dont on accepte les goûts, les saveurs et l'étendue de sa palette alimentaire, de sa palette d'ingrédients alimentaires, je dirais, et la façon dont on vit le monde. Pour moi, ce qui est essentiel, les plantes, ce n'est pas pour faire de la soupe d'ortie, ce n'est pas pour soigner un bobo ou soigner sa maladie de cœur. Non. Mais oui, pensée paradoxale encore, n'est-ce pas? Mais c'est avant tout pour comprendre le monde. C'est pour trouver sa place dans le monde. Ce que les plantes ont à nous dire, qui est le titre d'un de mes avant-derniers bouquins, Au lien qui libère, ce que les plantes ont à nous dire, c'est regarde le monde d'une autre façon en nous observant par la relation que tu peux développer avec nous. Tu vois. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Tu parlais de messages tout à l'heure. Ok, je veux bien. J'ai des messages à faire passer. J'y ai jamais pensé comme ça, mais tu le dis, je le fais. Oui, s'il y a un message que je voudrais faire passer, c'est ça. C'est développer sa relation personnelle avec les plantes permet de vivre différemment le monde et d'éviter la guerre en Ukraine, la bombe atomique et tout ce genre de choses. Voilà. Parce que la guerre en Ukraine, la bombe atomique et tout ce genre de choses est né de nous, êtres humains, de toute façon déjà, de la façon dont on fonctionne dans le monde, de notre striatum, de notre circuit de récompense qui nous fait prendre plaisir à nous gaver, qui nous fait prendre plaisir à avoir du sexe pour se reproduire, stratégie de survie de toute façon, qui nous fait prendre plaisir à avoir du pouvoir et être mieux que l'autre, qui nous fait prendre plaisir à en faire le moins possible et à laisser les autres faire, qui nous fait prendre plaisir à dominer, et pas seulement à dominer nos semblables, mais à dominer la nature. Et on a trouvé un super moyen de faire ça il y a 10 000 ans, c'est l'agriculture. En développant l'agriculture, ce qui n'était pas nécessaire du tout pour vivre, mais ce qui était une expérimentation super géniale, eh bien, dans la première graine qu'on a mis en terre, il y avait le germe de la bombe atomique. Impossible de faire autrement. Et on le vit maintenant, et maintenant on commence à s'en mordre les doigts. Changement climatique, machin, tous ces trucs-là, génocide, faim dans le monde, c'est directement lié à l'agriculture. Et il faut le dire. Et le problème, c'est que si on continue à voir le monde maintenant avec des yeux de néolithique, des yeux d'agriculteur, eh bien, on va continuer et on va aller encore plus loin parce que maintenant, le fil est ténu. Hein. Je veux dire, ça peut casser assez facilement et il peut y avoir des gros problèmes. Alors évidemment, quand il y aura des gros problèmes, les gens qui connaissent les plantes sauvages, ils auront un sacré atout pour survivre. C'est une réalité. La collapsologie, le survivalisme, tout ça, ce sont des choses qui, pour moi, sont exagérées. Ça ne m'intéresse pas pour moi, mais moi, j'y suis prêt. Tu vois, je sais. Après, je m'en fous de toute façon, parce qu'il y a quand même autre chose. Par rapport à ça, ce n'est pas d'angoisse, s'il vous plaît. Si vous voulez vivre, il faut être prêt à mourir maintenant. Est-ce que vous avez fait le nettoyage autour de vous? Est-ce que vous êtes prêt à mourir là maintenant, tout de suite, là, comme ça? Il n'y a rien qui traîne Sinon, il faut le mettre en ordre vite fait, tu vois. Sinon, tu ne vis pas. Sinon, simplement, tu ne vis pas. Et c'est ça qu'elles nous apprennent, les plantes. Les plantes, elles sont dans le moment présent. Elles sont complètement dans le moment présent. Et tant que nous, on ne vit pas dans le moment présent, on peut faire ce qu'on veut, c'est du baratin. Tu vois. C'est du baratin, il y a des problèmes. Et ces problèmes, on ne les résoudra pas ni par la politique, ni par l'économie, ni par la permaculture. Tu vois.
Ces problèmes, on les résoudra par une honnêteté absolue d'implication personnelle dans la vie. Ça, c'est les plantes, ce qu'elles nous racontent. Tu vois. Oui, puis en plus, les plantes, c'est un sujet qui est tellement vaste. Tu es auteur de très nombreux livres, je crois 115, et il y a le 116e qui va arriver bientôt. Le dernier livre C'est qui est ça, oui, sorti, 116e, oui. il est d'ailleurs sorti aux éditions Exuvie, donc on fait un petit coucou à Fabien Moine Oui, et à toute l'équipe. Donc ton bonjour dernier livre Fabien. qui est sorti, c'est L'herbier à croquer. Et je crois que tu as justement un prochain livre aussi qui va sortir début juin, me semble-t-il. Émerveillez-vous, c'est ça? C'est ça, c'est le terme est juste. Émerveillez-vous, oui. Parce que j'en avais marre que les gens. Tu sais, il y avait un bouquin qui s'est appelé Indignez-vous, qui a fait un succès parce que les gens ont beaucoup de pression. C'est la faute des autres, indignez-vous, c'est pas bien, le monde est injuste. Ça m'a tellement énervé que je me suis dit un jour, je ferai un bouquin qui prendra le contre-pied de ça. S'il se vend aussi bien, j'en serais très heureux d'ailleurs. Ne perdons pas de vue tous les aspects de la vie, n'est-ce pas? Mais surtout, émerveillez-vous, quoi, émerveillez-vous, bordel, quoi. Mais je veux dire, ça commence, si tu veux, l'idée, c'est tu es face à une plante. D'abord, tu descends de chez toi, il y a des plantes partout, tu observes, tu touches, tu sens, tu goûtes, et c'est juste, tu es transporté, si tu le fais en conscience, dans un monde merveilleux, dans un monde que tu ne soupçonnais pas, dans un monde rude, hein, mais dans un monde qui est plein de beauté, plein de stimulation, plein d'envie d'explorer, parce que ça, notre striatum aussi, il a besoin de beaucoup. Il adore chercher des informations et tout ça. Et donc, pour moi, c'est vraiment une autre façon, une façon fondamentale de faire prendre conscience aux gens de l'existence des plantes qui existent autour de nous, de leur diversité, de leur beauté, mais beauté au sens le plus large, hein, ce n'est pas uniquement de la beauté visuelle, parce que ça va, les plantes ornementales, ok, d'accord, mais n'importe quelle mauvaise herbe, tu vois, à moitié arrachée, parce que voilà, machin, on l'aime pas et tout, et ben elle est belle aussi, tu vois, elle est belle également, voilà. Mais parce qu'elle fait Et partie. après, bah, elle est belle parce qu'elle est là, tu vois. Moi, je dis par exemple, prenons les mauvaises. Parler un peu de permaculture. Ok, je travaille avec la nature, c'est très bien, d'accord, ok. Je ne vais pas parler des permaculteurs qui font intervenir les bulldozers comme Mollison ou comme Sepolser. Bon, voilà, c'est une façon de travailler avec la nature, effectivement, que de transformer son environnement au bulldozer, tu vois, d'aplanir sa montagne et ce genre de choses. Bon, d'accord. Mais admettons. Ah, ok. On va laisser la zone 5. La zone 5, donc on va les laisser, c'est une zone qu'on laisse à la nature. Ouais, mais d'accord, mais on laisse ça à la nature pour plus tard, si jamais on en a besoin, pouvoir y trouver des éléments qui vont nous rendre service. Donc, c'est toujours de l'anthropocentrisme. Voilà. Bon, ok. Après, admettons, de toute façon, dans les jardins permaculturels modernes, on va plus avoir ces zones parce qu'on n'a pas la place. Donc, voilà, la zone 5, elle passe à l'as. Bon. Par contre, je voudrais dire un truc, tiens, mon saint patron, il s'appelle François d'Assise, tu vois, et Saint François d'Assise, il disait, et on le retrouve dans l'encyclique Laudato Si du pape François, d'ailleurs, il s'appelle François aussi, hein, qui a publié, je crois que c'était en 2008, si je me souviens bien, ou je ne sais plus. Bref, il cite Saint François qui disait, dans les jardins des monastères qui développaient, il est important, il est indispensable de laisser une partie du jardin en friche pour penser à glorifier l'œuvre de Dieu dans cette dynamique, dans la dynamique de la nature. Quand tu laisses un jardin en friche, ça va devenir de la forêt, tu vois. Et François, il vivait dans la forêt à un moment de sa vie. Tu vois, voilà. Donc, il y a quelque chose. Donc, avant même la permaculture, Saint François d'Assise en parlait de ça. Voilà. Sauf que les franciscains actuels, pas plus que les permaculteurs actuels, je pense, ne laissent des plantes sauvages se développer jusqu'à devenir de la forêt. Voilà. Et même, ces gens qui sont pleins de bonnes intentions vont arracher leurs plantes sauvages. Alors, arracher les plantes sauvages, moi, je veux bien. Pourquoi pas? Mais quand on le fait en connaissance de cause. Une plante sauvage, c'est la nature qui s'exprime. Une plante sauvage, c'est une forêt en devenir. Dans ton jardin,
tu as le potentiel de toute la nature qui est là. Alors, tu peux l'empêcher de se développer, bien sûr, c'est ton droit, mais il faut le faire avec conscience. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que c'est cette plante. Il faut la connaître. Voilà. Et puis, évidemment, c'est une des choses que je prône, on en a parlé tout à l'heure déjà, bien évidemment, hein, utiliser les plantes. D'accord, ok. Donc, une chose intelligente à faire, c'est d'apprendre à connaître les mauvaises herbes qui viennent dans ton jardin, dans le jardin du permaculteur qui nous écoute, de savoir ce que c'est, de quelle plante il s'agit, à quelle famille elle appartient, quelles sont ses relations avec d'autres, etc. Et puis, si on peut l'utiliser, les gopodes, par exemple. Les gopodes, les jardiniers détestent les gopodes. Ils s'étalent de partout. Ok. Alors peut-être on ne va pas le laisser s'étaler, mais on va systématiquement l'arracher. Bien évidemment, les gens qui nous écoutent sont des gens bien, donc ils ne mettent pas du Roundup dans leur jardin, bien sûr. Ça ne se fait plus. Il n'y a que les gens bêtes qui n'ont rien compris, qui mettent du Roundup dans leur jardin, ou qui en ont besoin parce que professionnellement, ils n'ont pas le budget pour payer des gens pour arracher les mauvaises herbes. Ok, d'accord. Admettons, on va les arracher. Eh bien, on va laisser quand même un petit peu des gopodes, parce que c'est très facile de laisser les gopodes. Justement, il n'y a rien à faire. C'est ça qui me plaît dans ce type de jardinage, c'est qu'il n'y a rien à faire. Et ces gopodes, c'est juste trop génial. C'est juste super bon, c'est juste délicieux. On fait des gratins des gopodes, des quiches des gopodes, des tomates farcies à les gopodes, des salades des gopodes, j'en passe, etc. C'est un diurétique, c'est une plante qui élimine les dépôts d'acide urique dans l'organisme, c'est pas mal, ça prévient la goutte. Et puis une plante qui a des tas d'autres vertus nutritionnelles et médicinales, très bien, ok, d'accord. Donc là, on en est arrivé au stade où on laisse les plantes utiles dans notre jardin, tu vois. On a déjà franchi un stade, on n'arrache plus nos mauvaises herbes bêtement, tu vois. Maintenant, on fait intelligemment. Mais là où ça va marcher, là où vraiment vous aurez compris le truc, c'est le jour où vous serez capable de laisser parmi vos mauvaises herbes une plante toxique, une plante moche, une plante qui sert à rien, simplement parce qu'elle est là, parce qu'elle existe. Là, vous aurez commencé à comprendre quelque chose. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot et tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux enfants. Quand les enfants sont assez jeunes, parfois ils font des connexions justement avec les plantes, comme ils peuvent faire avec des animaux, avec une coccinelle, avec un animal invisible ou un ami invisible. Ils créent des connexions et nous adultes, en fait, on va dire oui, tu joues avec ton ami imaginaire ou alors tu parles avec ton ami imaginaire parce qu'il parle avec la plante. Et je me dis que cette connexion que tu nous partages, justement, c'est peut-être celle que l'enfant a naturellement avant de la perdre quand finalement on lui dit que tout est imaginaire et que toutes les connexions qu'il fait, on lui fait croire que finalement bah, c'est du vent, c'est rien et que c'est de l'imagination alors que c'est des vraies connexions. Donc je me demandais si tu n'avais pas gardé ton âme d'enfant finalement. Mais c'est intéressant et je te remercie, Julien, de me dire ça d'ailleurs, parce que c'est ça, en fait. La chance que j'ai eue, c'est d'abord d'avoir eu cette possibilité de me relier au monde qui m'entourait, mais tous les enfants l'ont. Mais je pense que la chance que je l'ai eue, et je ne sais pas, et j'en remercie en tout cas certainement mes parents et d'autres, c'est de ne pas m'avoir coupé la chic, quoi, tu vois. C'est de m'avoir permis de continuer à garder cette connexion que par la suite, j'ai retrouvé et surtout développé, quoi. Donc j'ai fait un mode de vie, effectivement. Ouais, mais c'est juste, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. De même que les enfants, spontanément, ont tendance à tout porter à la bouche et à tout grignoter, tu vois. Donc moi, je sais que c'est vrai que cette chance-là, je l'ai eue, tu vois. Que quand je prenais quelque chose et que je le grignotais, bah, ma mère n'était pas là à me taper sur les doigts, à me dire touche pas, c'est du poison, tu vois. Ce qui est le cas de malheureusement beaucoup de parents bien pensants. Et il n'y a rien de pire que la bien-pensance. Ce qui menace notre monde à l'heure actuelle, c'est la bien-pensance. Tu vois. Les gens qui pensent avoir raison, c'est terrible. On n'a jamais raison. Et pourtant, on peut avoir raison en même temps. Si on ne voit pas les choses de façon paradoxale, c'est-à-dire que quand on a raison, on ne le remet pas en cause, on ne se remet pas en cause en se disant mais attends, est-ce que c'est sûr? Et ça a été terrible. Et ça, j'ai souffert parce que mon père, il était comme ça, tu vois. Ça, c'était difficile. J'ai connu les deux aspects. Je lui suis tout à fait reconnaissant de m'avoir transmis ce qu'il a pu me transmettre. Mais il avait ce côté dogmatique, finalement, tu vois. J'ai raison et le reste du monde a tort. Tu vois.
En fait, ça peut faire peur pour un parent de voir son enfant qui goûte à plein de plantes quand on sait que certaines peuvent être extrêmement toxiques. Genre, si un enfant Oui, bien mange sûr. du jeûner, Alors, bon, il va rapidement voir que ce oui, n'était pas adapté à ses besoins. alors je pense, parce que moi je l'ai fait avec mes enfants, ça, tu vois, qu'il est possible, dès tout petit, mais tout petit, petit, et quelques mois, tu vois, de montrer aux enfants des plantes qui peuvent manger, qui peuvent grignoter, et d'autres qui ne peuvent pas. Moi, je me souviens, mon fils, quand il avait 18 mois, et quand il avait 5 ans, il était en révolte ouverte contre l'autorité paternelle. Mais tu vois, ça commençait déjà avant. Quand il avait 18 mois, je me souviens, il bafouillait à peine, tu vois, et il ramassait une renoncule et il me disait je peux manger un papa, je peux manger, sachant que c'était une plante toxique, rien pour me faire chier, tu vois. Mais il savait, mais il savait. Donc les enfants, il faut, je sais pas comment dire, les enfants éduquent les parents, quoi. Les enfants, j'en parlais l'autre jour d'ailleurs dans une conférence. C'est important que les parents soient ouverts à l'éducation que peut leur proposer que peuvent leur proposer leurs enfants. Et en même temps, c'est à eux de mettre les garde-fous, évidemment. Mais quand on propose, tu vois, quand on dit, alors écoute, ça, je ne sais pas. Donc, tu vas pas toucher. Ça, c'est du poison, ça, il faut pas toucher. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, mais ça, par contre, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, tu vois. Eh bien, tu ouvres l'enfant, tu responsabilises l'enfant, tu travailles dès son plus jeune âge sur sa bonne intégration dans la vie, tu vois. Et C'est en même, fondamental, ce truc. Alors que si tu lui dis non, attends, touche pas, c'est du poison, touche pas, tu bloques ton enfant et il est foutu pour la vie. Enfin, je veux dire, il aura des problèmes psychologiques pour la vie, tu vois. oui, parce que ça le limite dans son élan. Mais en même temps, naturellement, on a des mécanismes qui sont faits pour savoir si c'est adapté ou non. Parce que quand on va voir une plante, si on imagine qu'elle est comestible et que on goûte vraiment un tout petit peu selon la réaction qu'on va avoir dans notre bouche avec les papilles gustatives, avec la salivation, ça devrait déjà un peu nous guider sur si c'est adapté. Tu me donneras un cours là-dessus, Julien, j'y crois pas. Ah ouais. J'y crois pas. Les instinctos, j'ai commencé à travailler avec des instinctos, mais les instinctos, c'est comment ils s'appelaient, machin. Bref, lui, ça ne l'intéressait pas. Par contre, il y avait un de ses lieutenants, là, ça l'intéressait. Et on a commencé à travailler là-dessus, instinctothérapie, tu vois. Est-ce que ça, évidemment, hein. Bon, voilà, donc tu goûtes et puis tu as l'arrêt, machin. Voilà, donc je voulais travailler là-dessus avec eux. Malheureusement, le gars avec qui je voulais travailler, il est mort. Bon, alors, pas d'avoir mangé une mauvaise plante, hein. Enfin, je pense pas, du moins. Mais donc, j'ai jamais pu faire de travail sérieux avec les instinctos, mais ça m'intéressait, tu vois. C'est effectivement, tu vois, je te mets une amanite phalloïde au milieu de champignons comestibles, je goûte et puis toc, j'ai tout de suite l'arrêt et je recrache. Personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas, ça veut pas. C'est paradoxal toujours. Personnellement, j'y crois pas, mais si on me le démontre, j'y croirais bien sûr. Tu vois, j'y crois pas, mais je reste ouvert. Mais Mais en il fait, faudrait qu'on me le démontre, on me l'a jamais démontré. c'est une vision plus hygiéniste là que je viens de partager, où on part du principe que normalement les plantes sont pas trop comestibles justement, parce qu'il faut davantage chercher les végétaux en fait qui sont riches en nutriments et moins en principes actifs. Normalement, à partir du moment où S'il te plaît, s'il te plaît. j'ai Alors, resté parlons un petit peu d'alimentation. D'accord, ok. Les plantes cultivées, on a cultivé des plantes pour obtenir des glucides. Pour obtenir des glucides, des céréales dans les pays tempérés, des tubercules dans les pays chauds. L'alimentation, c'est ça. La base de l'alimentation, c'est des glucides. Voilà. Comme on trouve par exemple toujours en Afrique, où tu as dans la zone sahélienne des céréales, dans la zone guinéenne des tubercules, des glucides, que du glucide qui va te faire un pic d'insuline, bam, comme ça, et une sauce à côté. Une sauce où on va mettre tout le reste. Les protéines, les lipides et les micronutriments. Bon, ça c'est du néolithique, ça. C'est bien pas sûr. notre type d'alimentation normal. Moi, ça fait 3 ans que je ne mange plus ou très peu de glucides, plus de céréales et de tubercules et d'amidon, plus d'amidon. Je ne m'emporte que mieux. Tu vois. Absolument.
Par contre, je mange des lipides en quantité raisonnable, voire importante, et je me sens très très bien, et même mieux qu'avant, si je peux dire ça comme ça. Mais comme je me sentais bien avant, ça ne posait pas de problème majeur, tu vois. J'ai eu 2 périodes alimentaires, 2 périodes de transition alimentaire, si je puis dire. Je parle de moi, hein, mais j'y crois. Tu vois, abandonner le petit déjeuner. Pas prendre de petit déjeuner, tu vois. Au début, ça a été petit déjeuner sucré, classique, et puis petit déjeuner salé, machin, mais carrément abandonner le petit déjeuner, sauf quand je suis au Japon parce que c'est trop bon. Mais c'est de la gourmandise, c'est pas un besoin, c'est de la gourmandise. Voilà, ça une chose. Et puis d'autre part, il y a 3 ans, quand j'étais sur l'île d'Amorgos, donc Amorgos, c'est en Grèce, hein, voilà. Mois de mars, des plantes sauvages, mais tellement partout que moi, je n'avais envie de manger que les plantes que je ramassais, cuites à l'eau, avec huile d'olive, un peu de sel, jus de citron, un peu de fromage, un peu de poisson, le cas échéant, et puis voilà, et c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et ça me convient, mais à merveille, tu vois. Moi, mon plat de base, c'est des oignons revenus dans l'huile d'olive, un peu de carottes, plein de plantes sauvages, égopodes, plantains, machin comme ça, orties, tout ce qu'on veut, un petit peu quelques morceaux de fromage dedans, le cas échéant, ou même pas forcément, ou voilà, ou d'autres choses, ou un œuf ou cela. Je peux manger ça tous les jours, ça me convient, ça me file la pêche, tu vois. Tout le reste, c'est, comment je peux dire, c'est superflu pour moi, tu vois. Et pendant longtemps, je me trouvais dans un, comment je peux dire, dans une sorte de contradiction, justement, où j'avais un régime néolithique, c'est-à-dire céréales, légumineuses, légumes, et mes plantes sauvages. Et c'est pas nécessaire. Je continue à manger. Alors céréales, je te dis, ça me donne pas très envie. Les légumineuses, j'aime bien, etc. Ça, d'accord. Voilà. Là, tu parlais des glucides complexes, mais qu'est-ce que tu fais des fruits, en fait, les fruits frais, les petites baies aussi, les fruits sauvages? J'en mange de temps en temps, mais pour moi, ce n'est pas essentiel du tout dans l'alimentation, tu vois. Les fruits frais, d'ailleurs, dans nos plantes sauvages à nous, il n'y a pas beaucoup de fruits. Et il n'y a pas de grande saison où il y a des fruits. Les fruits, c'est une vision de l'esprit. Ou alors les fruits, quand tu habites dans les pays tropicaux, bien évidemment, où tu as des mangues, des dourians et des machins comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Non, parce que pour moi, c'est mon, la base, en fait. pardon? C'est marrant Excuse-moi. comment on a tous ce qui nous anime parce que moi, par exemple, je me sens bien quand mon alimentation est composée à 80% de fruits frais. Je suis sur Marseille, j'arrive à avoir des fruits avec le sud de la France qui sont assez sympas, mais dans les saisons justement où on n'a pas beaucoup de fruits et comme les fruits prennent une place très importante dans mon alimentation, effectivement, je vais être obligé d'aller chercher des fruits qui poussent normalement sous l'équateur pour avoir Voilà. peu, Mais écoute, un peu Julien, tu fais comme tu veux, bien évidemment. C'est pas moi qui vais te donner ni des guides, ni des conseils, ni quoi que ce soit. Simplement, je veux dire, c'est pas une alimentation qui est en accord avec ton environnement et ta saison. Ça, Voilà. je suis d'accord aussi, mais en même temps, c'est vrai que c'est un autre débat et les plantes comestibles, quand on prend les plantes de notre environnement, elles nous ramènent à notre saison, c'est aussi une vérité. C'est pour ça que j'apprécie énormément et qu'on apprécie les plantes avec leur saisonnalité. Mais en même temps, on ne vit pas forcément dans des environnements qui sont adaptés aux besoins physiologiques de l'être humain. Je veux dire, si tu On est pars bien d'accord. au Groenland, ça va être On est difficile bien de d'accord. manger Mais en tout cas, toujours est-il. Non, bah, bien, si tu es au Grand Island, tu ne vas pas manger des fruits tropicaux, tu vas manger de la graisse de phoque. Et ça sera très bien. Et j'aimerais bien aller au Groenland pour manger de la graisse de phoque parce que j'aime bien le gras, moi. J'aime bien le gras. Il faudrait qu'on le fasse pour s'adapter au froid de là-bas, parce que si on n'a pas une abondance de Oui, gras, mais comme ça, on ne certainement. pourrait pas supporter. Certainement. Mais enfin, en tout cas, voilà, si tu veux, les plantes sauvages ne vont pas nous offrir beaucoup de fruits. OK? Ça, c'est une réalité. En revanche, les plantes sauvages vont nous offrir beaucoup de feuilles. Il se trouve que dans les feuilles, il y a tous les micronutriments. Moi, je te dis franchement, je redis ce que je disais tout à l'heure, et l'OMS fait plus que le dire, alerte carrément là-dessus, ce sont les carences, les micro-carences. Et je prétends qu'un occidental moderne
qui mange même, qui a une alimentation variée, mais qui mange à moins de se supplémenter avec des compléments alimentaires, sinon il a des micro-carences. Il y a des micro-carences en vitamine C. Écoute, imagine que maintenant, il y a carrément du scorbut en France, quoi. Nous, du scorbut en France, c'est quand même fascinant, alors qu'il suffit de manger un petit peu de la vitamine C. Et encore une fois, la vitamine C, c'est pas dans les fruits qu'on en trouve la meilleure source, c'est dans les feuilles. C'est dans les feuilles. Moi, personnellement, je suis folivore. Hein. Je pense que notre alimentation humaine, globale d'ailleurs, un petit peu partout dans le monde, hein, tempérée en particulier, c'est vraiment à base de feuilles. Que les glucides, c'est pas le meilleur plan qui soit, les céréales et les légumes. Mais pourquoi pas, après, on adapte son alimentation à ce qu'on pense. Mais ça vaut la peine, à mon avis, d'en faire l'expérience parce que c'est la seule façon de pouvoir juger. Tu vois. Complètement. C'est que l'expérience. Personnellement, quand il y a des fruits, je ne déteste pas, bien évidemment, j'aime bien les fruits aussi, tu vois. J'aime bien les fruits aussi, mais dans mon alimentation à moi, c'est loin d'être essentiel. J'en mange un petit peu tous les jours, mais c'est loin d'être essentiel. J'en vois pas l'intérêt majeur, personnellement. Et ça peut être aussi mais si j'étais dans une saison, en fait, parce que parfois, on a davantage envie d'aller vers un type d'alimentation. Parfois, ça évolue. Et alors, quand je vais en Scandinavie, ma fille vit en Norvège. Quand je vais en Norvège, en fin août, septembre, je me gave de myrtilles, de canneberge, de camarine, d'érelle des marais et autres petits fruits, bien évidemment. C'est normal, ils sont là. C'est normal. Mais si moi, je ne suis pas un néolithique. Alors, cultiver, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est beaucoup trop de travail. Donc, j'achète quelques produits avec les fruits de mon labeur, si je puis dire, à des gens qui aiment cultiver, c'est très bien. Donc, j'achète des carottes, j'achète des oignons, des brocolis, des choses comme ça. J'achète des pommes et des oranges. Voilà. Parce qu'en plus, dis donc, je vais te dire un truc, c'est que trouver des bons fruits, c'est vachement difficile. Tu vois, moi, je mangerais volontiers des… Tu vois, j'ai un figuier là, à Brinda, là où j'ai mon école, donc à côté de Lyon. J'ai un figuier qui produit bien tous les ans. Je me gave de figues quand il y en a. Je suis bien d'accord. Là, je me fais. C'est même pas des cures. C'est même pas des cures. C'est simplement il y en a, j'en mange. Tu comprends? Moi, je suis quelqu'un de très simple finalement. Il y a, je mange. Il n'y a pas, je mange pas. Ça simplifie les choses. Puis ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Pendant le confinement, avec ma femme Keiko, donc cuisinière de cuisine japonaise, donc japonaise, on s'est rencontrés par le biais des plantes sauvages, hein, parce que les Japonais, ils mangent des plantes sauvages, et donc elle m'a fait découvrir les plantes sauvages japonaises, et moi les plantes sauvages françaises, européennes. Donc c'est très bien, c'est un partage là aussi. Mais pendant le confinement, on vit en Suisse où on n'était pas confiné, mais on faisait comme si on était confiné par solidarité avec les hexagonaux. Eh bien, pendant là, on descendait dans notre jardin, qui est un jardin sauvage, il y a pratiquement que des plantes sauvages. Et tous les jours, on faisait une recette différente qu'on a postée d'ailleurs sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux. Là, on a une soixantaine de recettes que j'ai mis dans mes bouquins aussi par la même occasion. Bon, une soixantaine de recettes différentes. Et en moyenne, on a calculé, en moyenne, en gros, sauf excès de temps en temps, hein, mais en moyenne, on dépensait 5 euros, enfin 5 francs suisses, 5 euros par jour à deux, quoi. Bon, franchement, tu vois, ça vaut la peine, quoi. On était contents. Parce qu'en plus, on était, tu vois, je veux dire, on ne pouvait pas bouger dans tous les coins du monde et d'ailleurs. Donc, on s'est un peu reposé. Mais on a vachement bossé. Mais c'était vraiment, on a passé tout notre temps avec les plantes. On a mangé tant et plus. On se sentait en pleine forme. On avait vraiment la pêche. Et on n'a pratiquement rien dépensé comme sous. Ça vaut la peine de dire tout ça, de le présenter, quoi. Merci de me donner l'occasion de le faire, d'ailleurs. Ben, c'est moi qui te remercie pour tous ces échanges. C'est très instructif et je pense que ça va plaire vraiment à beaucoup de personnes. Alors, tout ce que tu nous as partagé là et bien plus encore, tu le partages en stage. Tu proposes des stages en fait qui peuvent se faire n'importe quand parce que tu as aussi des stages, des formations qui sont en e-learning et tu as des événements régulièrement. Mais tu proposes… E-learning, oui, un petit peu, mais surtout à distance. Hein. J'insiste là-dessus. J'ai une formation à distance, mais c'est une formation personnalisée. C'est-à-dire que moi, je travaille
avec les individus, avec des personnes. Ce n'est pas un truc où tu reçois des vidéos. J'ai aussi une formation vidéo et choses comme ça. Ça peut être bien parce que ça coûte moins cher. Et puis, il y a Mais des tu as gens avec qui aussi ça plaît. une Et j'aime formation bien le côté là, qui se fait personnalisé. J'aime bien le sur- contact avec les gens aussi. Oui, ça on Ah, le sent. excuse-moi. Ah, Je sens que tu aimes le contact avec les gens et tu proposes aussi en fait une formation qui se fait sur 3 ans avec un ouais, départ qui se fait tous les 2 ans. Et là, justement, il y ouais, a un départ imminent. Donc, pour ceux qui ouais. auraient envie justement de pouvoir faire cette formation où tu transmets dans la formation en fait ce que tu as vécu avec les plantes, est-ce que tu peux nous parler de cette formation-là? Oui, volontiers, volontiers, parce que c'est une formation que j'ai démarrée en 2008, qui dure 3 ans. Et parce que, si tu veux, depuis les nombreuses années où je donnais des stages, eh bien, il y avait des gens qui revenaient, bien sûr, mais j'avais vraiment envie de pouvoir travailler avec les mêmes personnes dans une atmosphère conviviale, parce que c'est ça qui est important pour moi, mais sur le long terme, enfin du moins sur le moyen terme, tu vois. Donc j'ai réfléchi, et puis parce qu'il y a tellement de sujets, le monde des plantes, on l'a dit, on l'a redit, est tellement vaste qu'il est vraiment important de pouvoir l'explorer à fond. On n'y arrivera jamais, mais en tout cas d'une manière structurée. Et pour moi, c'est très important de faire les choses de façon structurée. Tu vois, on vit dans un grand flou plus ou moins artistique et souvent désagréable, et on s'y perd. Et donc, il faut poser des jalons, mettre des repères, présenter des façons de faire qui permettent d'avancer sur du terrain solide, voilà. Et donc cette formation, l'organisme s'appelle le Collège pratique d'ethnobotanique, voilà. C'est une formation professionnelle qui dure 3 ans, et au sortir, on est capable de partager ses connaissances avec d'autres et d'organiser des stages. Et là maintenant, à l'heure actuelle, il y a vraiment nécessité d'encadrer correctement la demande qui ne cesse de croître sur ah ben oui, je voudrais bien connaître les plantes, j'aime la nature, etc. Voilà. Donc il faut pouvoir emmener ces gens dans des directions précises et leur raconter des choses qui tiennent la route. Voilà. Donc là, c'est une formation en fait qui se fait pour des gens qui travaillent, tu vois, donc 8 week-ends sur l'année, 2 semaines pratiques sur le terrain dans différents endroits, tout ça sur 3 ans. Ça permet déjà d'acquérir des connaissances d'une part, et je reviens là-dessus parce que pour moi c'est le plus important, tu vois. Comme tout le monde, j'ai eu envie de sauver le monde, tu vois. Bien sûr, maintenant, j'ai laissé tomber ce truc, mais en tout cas, j'ai quand même la prétention de penser qu'il est possible voilà, de voir le monde de façon différente et donc de pouvoir s'y impliquer d'une façon plus efficace que ça ne se fait la plupart du temps pour éviter les problèmes qui commencent à s'accumuler. Les problèmes ne sont pas récents, les problèmes, évidemment, les problèmes de l'être humain sont aussi vieux que l'être humain, mais particulièrement délicate à l'heure actuelle. Voilà. Or, il y a moyen de faire. Donc voilà, c'est l'un des buts de cette formation. Voilà. Génial. Et en fait, c'est J'aimerais, aussi ce oui, qu'on retrouve au travers de tous les livres dont tu es l'auteur, oui, parce qu'il y en a, il y en a le 116e arrive très bientôt, émerveillez-vous. Ça veut dire ouais. qu'en fait, chacun de tes livres traite évidemment du lien que tu peux avoir avec les plantes, mais en développant en fait tout ce qu'il est possible de développer. Et j'imagine que tu as encore plein d'autres choses en tête pour la suite. Ah, j'ai plein de projets. J'ai plein de projets et plein de sujets de bouquins, oui, absolument. Alors, évidemment, parfois, je reprends les mêmes thèmes, bien évidemment, mais en les amplifiant, les présentant de façon différente. Tu sais, encore une fois, c'est la pensée paradoxale, hein. Je dis à chaque fois des choses différentes et je dis toujours la même chose. Tu sais, sans vouloir pousser la comparaison jusque-là, parce que je n'aurais pas cette prétention. Mais quand on lit un livre de Krishnamurti, tu peux lire n'importe quel livre de Krishnamurti. Tu peux lire n'importe quelle page de Krishnamurti. Tu peux lire n'importe quelle ligne de Krishnamurti. Il y a tout dedans, il a tout dit. Et c'est pour ça que c'est génial, c'est pour ça que c'est juste. Le microcosme et le macrocosme, etc. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que les plantes, tu regardes une plante, si tu comprends une plante, tu as compris le monde.
Tu comprends? Voilà. Alors, sans avoir cette prétention, j'espère avoir un peu plus d'humilité que ça. Mais voilà, quand je parle d'un sujet dans un livre, j'ai parlé de tout. Mais étant donné que nous sommes des animaux, comment je peux dire, dont le cerveau fonctionne de façon discrète, c'est-à-dire, tu vois, le monde est continu. Mais nous, on perçoit les choses de façon hachée. C'est exactement comme la musique numérique qui est hachée, et puis la musique analogique qui est un continuum. On ne pourra jamais reproduire la musique analogique par de la musique numérique. Il y aura toujours quelque chose de faux. Mais on y arrive suffisamment bien pour tromper notre cerveau. C'est comme là, je te vois. Attends, il y a Keiko qui m'appelle pour aller manger là. J'arrive, Keiko, j'arrive. On va manger des Oui, parce choses. qu'on lui avait dit qu'on était ensemble 1 heure, là ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Ah Mais, oui, mais je me demande qui c'est qui parle beaucoup, si c'est toi ou qui c'est point. Mais toujours est-il que juste, je voudrais terminer là-dessus. Non, je voudrais terminer encore sur autre chose, mais ça va être bref. Mais voilà, tu vois, je présente des aspects différents de la même chose. Et je prends plaisir à le faire parce que si j'écris un livre, c'est pour moi-même comprendre le sujet que je traite. Donc, je pense que si je l'ai compris et que j'ai réussi à le transcrire en mots, eh bien, le lecteur va pouvoir, j'aime pas le terme de s'approprier, hein, mais va pouvoir comprendre à son tour ce dont il s'agit et va pouvoir apprécier le monde de façon encore plus riche et plus profonde. Voilà. Je voudrais terminer sur le livre. On l'a mentionné tout à l'heure, l'herbier à croquer que j'ai publié chez Exuvie avec Fabien, parce que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. J'espère qu'on va pouvoir développer ce travail, cette collaboration. Et voilà, c'est un bouquin qui est concret, qui est simple, qui, quand on lit, il y a des codes couleurs pour les environnements, il y a des recettes pour chaque plante, il y a des descriptions, c'est bien fait et j'aime beaucoup cette façon de travailler d'une manière efficace et agréable en partageant ce qui me tient à cœur depuis longtemps et dont je suis loin encore d'avoir fait le tour. ben, génial, c'est vraiment super. Alors on va retrouver toutes ces informations sur ton site internet www.couplan.com, Couplan. Tu es également présent sur Instagram et sur Facebook. Sur Instagram, en fait, c'est Harmonie Plante Sauvage au pluriel. Alors, même si j'ai compris que c'était pas vraiment toi qui l'alimentais, c'est quand même tes partages, c'est quand même Ah, tes photos, c'est c'est quand même Keiko, tes mots. c'est Keiko, mais Keiko, c'est comme moi-même. Et d'ailleurs, prochainement, une fois que cette vidéo sera accessible, on proposera à personnes qui ont regardé la vidéo eh bien, de participer justement à un échange en live sur Instagram pour des questions précises autour des thématiques qu'on a pu développer. En tout cas, Ah oui, j'aimerais bien si vous avez réfléchissez un petit peu à ça, là, ceux qui nous voyaient et qui nous écoutaient, et préparez des questions. Si vous avez des questions, je serais très heureux d'y répondre parce que j'aime ça. Voilà. de toute façon, là, la vidéo est sur YouTube. Chaque personne a la possibilité de mettre des messages, des commentaires directement sur la vidéo. Comme ça, je pourrai tout aussi bien les lire et François Couplan pourra également les consulter Voilà. et peut-être même répondre aux commentaires directement sur la vidéo YouTube, mais peut-être aussi Ouais. en live Instagram pour un prochain, pour ceux qui sont sur Instagram. Bien, François Couplan, merci beaucoup. Un grand merci pour tous tes partages et pour les échanges que nous avons eus ensemble. On pourra certainement en avoir de nouveaux. Donc, c'est quoi ton projet là maintenant? Tu vas aller déjeuner? Ah ouais, maintenant on va manger. Ouais, je sais pas, je vais voir ce que Keiko a cueilli, est-ce qu'elle a préparé. Génial. Voilà. Ben, bon appétit, belle connexion avec les plantes que tu vas pouvoir déguster. Et on se Ouais. retrouve très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce moment et à bientôt. Au revoir. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci Julien, merci à vous tous. Au revoir.